Aux côtés de la table, face à vous, il y a Hélène Frade. Bonjour Hélène. Rebonjour Damien. Chaque matin, on passe en revue ensemble la presse internationale. Et dans la presse, il y a notamment ce matin la rencontre, hier, entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le dirigeant du gouvernement libyen d'Union nationale, celui qui règne à Tripoli, Fayez al-Sarraj. C'est déjà la deuxième en un mois. Et cette rencontre à la une du journal Türkiye a eu lieu au lendemain de la présentation devant le Parlement turc d'un accord de coopération sécuritaire autorisant l'envoi d'une aide militaire turque en Libye et quelques jours après que Recep Tayyip Erdogan lui-même a évoqué le possible envoi de troupes pour soutenir Fayez al-Sarraj. Le quotidien turc anglophone Daily Sabah évoque un renforcement des relations turco-libyennes dans la foulée de l'accord maritime qui a été conclu en novembre dernier. Un texte condamné par plusieurs pays, dont la Grèce et Chypre, car il permet à Ankara de revendiquer des droits sur de vastes zones maritimes, donc en Méditerranée, riches en hydrocarbures, dont le gouvernement turc a prévenu qu'il empêcherait toute exploration sans son autorisation. The Libya Observer, pour sa part, note que l'offre turque intervient à un moment où la capitale libyenne, Tripoli, est la cible d'une grande offensive des milices du seigneur de guerre, je cite Khalifa Haftar, soutenu, lui, par plusieurs puissances étrangères, dont l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la France et la Russie, avec l'appui, en outre, de centaines de mercenaires soudanais. Voilà pour la Libye. Autre grand titre de la presse internationale, le Liban. Les manifestants se sont heurtés violemment aux forces de l'ordre tout le week-end. Le quotidien émirati The National évoque une escalade de la violence dont les protestataires rendent responsable la police qui a fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Des bandes de miliciens qui mènent des assauts, des voyous qui s'infiltrent parmi les manifestants, des policiers un peu trop zélés. On cherche à l'évidence à défigurer la révolution, accuse ce matin le quotidien libanais francophone L'Orient le Jour. Si la nomination de Saad Hariri, on le sait, qui a démissionné en octobre dernier sous la pression de la rue, est pratiquement acquise, la désignation des membres du futur gouvernement divise, elle, la classe politique, d'après The Daily Star. Le quotidien anglophone explique que ces divisions retardent la formation d'un nouvel exécutif au grand mécontentement des donateurs internationaux qui exigent la formation préalable d'un nouveau gouvernement pour accorder au Liban l'aide financière dont il a besoin. Voilà, et je le rappelle, donc ces consultations pour tenter de trouver un nouveau Premier ministre au Liban, elles devaient commencer ce lundi, elles sont reportées à jeudi selon la présidence. Direction l'Algérie maintenant, où le nouveau président, Abdelmajid Tebboune, élu la semaine dernière, a lancé un appel au dialogue aux manifestants pro-démocratie pour tenter de trouver une issue à la crise. D'après le quotidien officiel El Moudjahid, la légitimité que confère le vote au président élu lui attribue toute latitude pour mettre en œuvre son programme basé sur la consécration de la démocratie, je cite, et la relance de la machine économique débarrassée de sa dépendance aux hydrocarbures. Des promesses de changement auxquelles les manifestants ne croient pas, d'après El Watan, qui assure que ces derniers, mis devant le fait accompli électoral, vont poursuivre leur mobilisation. L'élection d'Abdelmajid Tebboune constituant même un nouveau défi pour le Hirak, le mouvement de contestation algérien. Cette élection, au lieu de dénouer la crise, ne fait que l'aggraver et la prolonger, prévient le quotidien Liberté, où le dessin de dilemme, on le voit, résume l'état d'esprit des manifestants qui perçoivent le nouveau président comme une simple créature des militaires. Contestation en Algérie, contestation au Liban, contestation aussi en Inde où le mouvement contre la réforme de la nationalité a donc gagné la capitale, New Delhi. Effectivement, d'après The Times of India, l'université musulmane Jamia Millia, qui a été prise d'assaut hier par la police, s'est transformée en zone de guerre. Je cite, les heurts entre manifestants et forces de l'ordre faisant près de 70 blessés, dont plusieurs policiers. The Hindu fait état, lui, de manifestations violentes dans l'Assam, c'est au nord-est de l'Inde, et au Bengale occidental, à la frontière avec le Bangladesh, où les moyens de communication ont été coupés et les journalistes étrangers interdits, et où les manifestants protestent, là encore, contre une loi qui régularise des réfugiés venus d'Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh, et leur accorde la nationalité indienne sur des critères religieux, à l'exception des musulmans. Alors, on ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Il y a parfois des nouvelles, Damien, dont on ne sait pas très bien s'il faut en rire ou en pleurer. Le Monde rapporte qu'Harvey Weinstein a accordé hier une interview au tabloïd de New York Post.
Un entretien où le producteur américain accusé, on le sait, de harcèlement et d'abus sexuels, et dont le procès d'ailleurs va s'ouvrir dans moins d'un mois, se décrit, je le cite, comme un pionnier de la promotion des femmes à Hollywood. Vous m'avez bien entendu. Et il regrette aussi au passage le manque de reconnaissance que ce travail, j'en perds mon latin, devrait lui valoir. Bien sûr. Ouais. No comment, hein, comme on dit aux États-Unis. On rappellera juste qu'il y a 80 femmes qui l'accusent de harcèlement, notamment, et également de gestes obscènes, d'abus sexuels. Merci beaucoup, Hélène Frade.